bonjour. Alors, pour démarrer cette analyse, on va entrer directement dans le vif du sujet avec un cas pratique. Un scénario qui se joue d'ailleurs quotidiennement dans le tissu économique. Oui, un scénario très classique, malheureusement. Exactement. Imaginons une entreprise, disons une PME, solidement structurée, qui compte environ 70 collaborateurs. La direction décide d'engager un nouveau cadre pour piloter un département clé. Les attentes sont forcément élevées dans ces cas-là. Absolument. Pourtant, les premières semaines se déroulent mal. Très vite, l'employeur constate un manque d'aptitude professionnelle et surtout une intégration assez heurtée avec l'équipe existante. La greffe ne prend pas, en somme. Voilà, la greffe ne prend pas. Nous sommes au 25e jour d'activité. Le directeur est agacé par la situation et pressé d'en finir avant le week-end. Il convoque ce cadre un vendredi, en fin d'après-midi. Ah, la fameuse convocation du vendredi soir. C'est ça. Et il lui annonce la fin des rapports de travail de manière purement orale, parce que dans l'esprit de ce dirigeant, la flexibilité de la période probatoire, c'est un peu un chèque en blond. Il pense que ça permet une séparation immédiate et informelle. C'est vraiment le cas d'école par excellence. Et c'est surtout une erreur d'appréciation fondamentale qu'on retrouve très fréquemment dans la pratique judiciaire. Une illusion de liberté absolue. Tout à fait, l'illusion qu'il y a une simplicité totale lors des premières semaines de contrat. Sauf que ce licenciement hâtif, même s'il intervient dans la phase de test, ça ouvre surtout la porte à des ambiguïtés juridiques extrêmement coûteuses pour l'entreprise. D'où la mission de notre décryptage aujourd'hui. L'objectif pour les auditeurs, c'est de disséquer les réalités légales de cette résiliation en début de contrat. On va voir comment un simple raccourci administratif peut se transformer en un passif financier majeur. C'est fondamental de poser ce cadre, oui. Alors pour commencer, posons les fondations. Le Code des obligations établit un principe de base. La durée légale du temps d'essai est fixée à 1 mois. Oui, 1 mois par défaut, que ce soit pour un contrat à durée indéterminée ou déterminée d'ailleurs. Mais on a quand même une certaine modularité, non ? Oui, la loi permet de modifier cette durée, mais par un accord écrit ou via une convention collective de travail. Cela dit, la limite absolue est fixée à 3 mois. On ne peut pas aller au-delà. D'accord. Et justement, cette limite de 3 mois soulève une question de mécanique temporelle. Si on imagine la période probatoire comme un chronomètre figé, qui s'enclenche au premier jour, est-ce que ce délai est inaltérable ? C'est une excellente analogie. Imaginons que le chronomètre affiche 30 jours. Si des imprévus surviennent, est-ce que l'entreprise peut mettre ce chronomètre sur pause ? Alors, oui, le chronomètre peut se mettre sur pause, mais uniquement dans des circonstances strictement définies. Par exemple, s'il y a une maladie, un accident ou l'accomplissement d'une obligation légale comme un service militaire. Donc des éléments involontaires. Exactement. Le temps d'absence va alors s'ajouter mathématiquement à la durée initiale du temps d'essai. Ce qui veut dire que l'employeur conserve son temps d'observation complet, finalement. Voilà, c'est le but. Mais poussons la logique un peu plus loin. Que se passe-t-il si le collaborateur est en parfaite santé, il est présent, mais le directeur n'arrive tout simplement pas à se forger une opinion à la fin du premier mois ? Est-ce qu'il peut rajouter 1 mois supplémentaire pour être sûr ? Ah non, ça c'est une ligne rouge. Même avec l'accord de l'employé ? Même avec son accord, en principe, une prolongation ultérieure n'est pas autorisée. Le législateur a conçu cette limite pour éviter de maintenir le travailleur dans une précarité perpétuelle. Si le directeur n'est pas convaincu, il doit prendre ses responsabilités et résilier. La mécanique du temps est donc assez rigide face à l'indécision. Ce qui nous amène au mécanisme de la résiliation en lui-même. Et là, on aborde le calcul du délai de congé. Un terrain très glissant. Oui, parce que la loi prévoit un délai de préavis de 7 jours. Et la règle stipule que ce délai commence à courir le lendemain de la réception. Sur le papier, rajouter 7 jours, ça semble être une addition élémentaire. Elle l'est, indéniablement. Sauf que il faut confronter cette addition aux réalités du calendrier. Le fameux piège du calendrier. C'est ça. Il y a une subtilité procédurale majeure. Le délai de résiliation de 7 jours ne peut en aucun cas se terminer un samedi ou un dimanche. Donc, s'il est quoi un samedi ? S'il est quoi un samedi, la fin des rapports de travail est automatiquement reportée au jour ouvrable suivant. Donc, le lundi. Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que les implications pratiques sont énormes. Reprenons notre directeur impatient. S'il licence son cadre le vendredi et qu'il lui remet une lettre le samedi matin, pensant bien faire, le délai commence le dimanche. Voilà, on compte à partir de dimanche. Et le 7e jour tombe donc le samedi suivant. S'il part du principe que le contrat s'arrête là et qu'il coupe les accès informatiques le samedi soir, il commet une erreur.
Mais quelle est la gravité réelle de cette erreur? Un décalage de 2 jours, est-ce que ça rend le congé nul? C'est là que la sanction tombe. Non, le congé n'est pas nul. La volonté de rompre le contrat est reconnue, mais parce que le délai exact n'a pas été respecté selon les formes exigées, la résiliation devient non valable pour le temps d'essai. Oula, il y a donc une requalification juridique. Absolument. Et quelles sont les conséquences financières directes pour l'entreprise? Elles sont lourdes. Puisque le congé n'est plus valable pour la période d'essai, on bascule sur les délais de résiliation ordinaires. Ceux de la première année de service. Exactement. En l'absence d'accord spécifique, c'est 1 mois pour la fin d'1 mois. Un mois complet. Oui, donc une petite erreur de calcul sur un week-end oblige l'employeur à verser 1, voire parfois presque 2 mois de salaire complet, alors même que le collaborateur a été libéré de son obligation de travailler. C'est un basculement financier majeur. 1 mois de salaire pour 24 heures d'erreur de calendrier. Ça montre bien que la rigueur formelle prévaut sur l'intention. Et comment ? Et cette sévérité, ça nous pousse à aborder un débat doctrinal central. L'équilibre entre, d'un côté, la liberté de licencier et de l'autre, la protection du travailleur. Oui, c'est le cœur du problème. Parce que durant l'essai, l'employeur n'a pas besoin de justifier son motif initialement. On a donc une tension. Liberté de se séparer pour une simple différence de culture d'entreprise d'une part, et l'exigence de protéger l'individu d'autre part. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Pour bien comprendre, il faut séparer le concept de protection en 2 catégories distinctes. D'abord, il y a la protection contre le licenciement en temps inopportune. Comme la maladie ou la grossesse. Voilà, et ça, c'est suspendu pendant le temps d'essai. La logique est pragmatique. L'employeur doit pouvoir évaluer le travailleur. S'il est absent, le test est impossible. Donc le risque des aléas de la vie est supporté par le travailleur dans cette phase. C'est ça. Cette protection ne s'active qu'après. Mais qu'en est-il de la protection touchant à la personne même du collaborateur? Alors là, c'est la seconde catégorie, la protection contre le licenciement abusif. Et contrairement à la première, celle-ci s'applique dès la première seconde du premier jour de travail. Aucune dérogation possible. Aucune. Un congé fondé sur des motifs discriminatoires, que ce soit le genre, l'âge, l'origine, la religion, c'est strictement illicite. Un licenciement contraire à la bonne foi expose immédiatement l'entreprise à une action en justice. Avec une indemnité pour licenciement abusif à la clé. La nuance est effectivement fondamentale. La liberté de résilier pour des raisons de performance, ça n'équivaut pas à un droit de discriminer. Absolument pas. Face à ces risques croisés, donc requalification du délai et indemnisation pour abus, comment les directions doivent-elles concrètement agir? Penchons-nous sur la pratique. Les formalités de notification d'abord. On a dit que l'oralité était tolérée, mais ça semble être un terrain miné. L'oralité est juridiquement admise, oui, mais dans la pratique, c'est un suicide procédural. La règle d'or, c'est l'écrit. Sans document physique, on ne peut rien prouver. Exactement. La charge de la preuve concernant le point de départ du délai devient insurmontable. La résiliation doit inclure la date, comporter une signature valable et mentionner clairement que ça intervient dans le cadre du temps d'essai. Et pour la transmission, on parle souvent de la théorie de la réception pour s'assurer que ça soit incontestable. Recommandé ou en main propre? L'envoi par courrier recommandé est traditionnel, mais ça comporte des risques avec les délais postaux, les avis de retrait. Ça peut repousser le point de départ et faire tomber l'échéance après la fin de la période d'essai. Ce qui ramènerait au délai d'1 mois. Voilà. C'est pourquoi une remise en main propre, avec un accusé de réception daté et signé par le collaborateur, c'est nettement préférable. Mais là, je soulève un problème pratique évident. Que doit faire le manager si, face au licenciement, le collaborateur refuse de signer l'accusé de réception? Par émotion ou par stratégie? C'est très fréquent. La parade légale, c'est de convoquer un second membre de la direction ou quelqu'un des ressources humaines pour assister à la remise. Un témoin. C'est ça. Ce témoin va co-signer le document en attestant que la lettre a été remise à telle date et telle heure et que la personne a refusé de signer. Cette attestation a une pleine valeur probante. D'accord, donc la forme garantit le respect des délais. Mais il faut aussi sécuriser le fond pour éviter les accusations de licenciement abusif.
Tout à fait. Et même s'il n'y a pas d'obligation de justifier spontanément le motif, il faut quand même avoir des justifications solides en réserve. La constitution d'un dossier factuel semble impérative. C'est une distinction capitale. Ne pas devoir fournir de motifs sur le moment ne veut pas dire ne pas en avoir du tout. En cas de litige pour discrimination, l'employeur devra prouver, a posteriori, que sa décision reposait sur des éléments objectifs. Comment on fait ça en quelques semaines, Evelyne? Eh bien, il est indispensable d'organiser des évaluations régulières, même informelles, consigner les feedbacks, documenter les attentes non atteintes, les erreurs. En cas d'action en justice, ces écrits neutraliseront toute allégation de traitement discriminatoire. Ce qui souligne qu'une période d'essai demande un vrai investissement managérial. On ne fait pas juste attendre passivement. Exactement. Abordons la dernière phase, la gestion de la sortie. Comment se structure cette sortie sur le plan des droits et des devoirs, notamment au niveau financier et administratif? Lors de l'entretien, il faut une communication transparente. Sur le plan financier, c'est limpide. Le collaborateur perçoit son salaire jusqu'à l'échéance exacte des 7 jours. Mais il n'y a aucune indemnité de départ légale. Et pour les assurances sociales? La direction doit informer le travailleur sortant de s'annoncer rapidement à l'assurance chômage. Et il reste un dernier document, très important pour la carrière de l'employé, le certificat de travail. Dans une relation qui n'a duré que, disons, 25 jours, comment rédiger ça sans mentir, tout en respectant l'avenir de l'individu? C'est un exercice d'équilibriste. La pratique usuelle pour une si courte durée, c'est de délivrer une simple attestation de travail. Qui confirme juste les dates et le poste. Voilà, sans jugement de valeur. Toutefois, si l'employé le requiert, l'employeur doit fournir un certificat complet. Il faut alors respecter la véracité des faits tout en restant bienveillant. Décrire de manière neutre que les compétences ne correspondaient pas au cahier des charges, sans porter de jugement dépréciatif qui entraverait ses recherches d'emploi. Nous touchons à la fin de cette analyse et l'ensemble de ces mécanismes rigides nous amène à une réflexion plus profonde. Si le cadre juridique est d'une telle précision technique, c'est pour équilibrer les forces entre employeurs et employés. C'est la vocation du droit du travail. Dès lors, les auditeurs, notamment les dirigeants, pourraient modifier leur perception. Plutôt que de voir l'essai comme un simple filet de sécurité pour éliminer rapidement quelqu'un, ne devrait-on pas l'appréhender comme le tout premier acte de loyauté et de transparence qui définit la culture de l'organisation? Une entreprise qui gère son temps d'essai avec droiture démontre son niveau d'exigence éthique. C'est une piste à méditer. Je partage pleinement cette vision. L'alliance de la rigueur procédurale et du respect humain demeure la meilleure protection pour les entreprises. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier les auditeurs pour leur écoute attentive de ce décryptage juridique. Absolument. Et il est d'ailleurs recommandé aux auditeurs de s'abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur les mécanismes complexes du monde professionnel. À très bientôt.